Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animal Discover. Alors, comme vous l'avez vu avec la miniature, aujourd'hui on va parler de la Geopellis zebrae, une petite colombe asiatique qui a un look plutôt esthétique, je trouve, et que j'ai eu l'occasion de filmer lors de mon dernier voyage en Thaïlande. Bon, pas quel j'ai eu l'occasion de filmer, et tout un tas d'espèces comme vous pouvez le voir dans ma série d'Animal Discover. D'ailleurs, je viendrai en fin d'épisode un peu sur l'état de la chaîne, les différents formats qu'il y a, mais on fera le point en fin d'épisode. Là, on va se concentrer essentiellement sur cette colombe et vous verrez, c'est une espèce plutôt intéressante et l'épisode démarre maintenant après générique. La Geopellis zebrae, Geopellia striata, est l'une des plus petits membres de la famille des colombidae. Elle mesure en moyenne 19 à 21 cm pour un poids compris entre 40 et 60 grammes, ce qui lui donne un aspect très élancé comparé aux pigeons et aux colombes plus massives. Son corps est fin, sa queue longue et pointue lui donne une silhouette presque profilée, et ses ailes relativement courtes lui permettent des envols rapides mais peu prolongés. Son plumage est l'un de ses atouts les plus reconnaissables. Une base gris-brun, claire, entièrement parcourue de rayures fines et régulières, évoquant des stries de bois ou de sable. Cette apparence dite zébrée couvre la poitrine, le cou, les flancs et parfois même le dos, tandis que le ventre reste nettement plus clair. Le regard est souligné d'un anneau orbital bleu pâle, très magnifique et très vif, donnant à l'oiseau une expression douce mais toujours vigilante. Le bec est fin, gris anthracite, et les pattes rosées lui permettant de se déplacer au sol avec une grande agilité. Concernant le dimorphisme sexuel, il n'est pas très présent chez cette espèce, ce qui est assez typique des petites colombes, qui sont d'ailleurs monogames. C'est pas pour rien que les colombes sont lâchées durant les mariages. C'est un symbole de fidélité et de paix. Et comme je le disais, à la limite, le mâle sera un peu plus contrasté, avoir un chant un peu plus fréquent, mais c'est surtout une différence de comportement qu'on pourra noter pour différencier le mâle de la femelle. Vous l'aurez deviné, la Geopellis zebrae est originaire du continent asiatique, plus précisément du sud-est asiatique tropical. On la retrouve naturellement en Thaïlande, mais aussi en Indonésie, Malaisie, Philippines, Laos, Cambodge et parfois jusqu'aux îles de la région. Elle occupe une large palette de milieux, tant qu'il lui offre des zones dégagées et des ressources alimentaires accessibles. Son biotope type préféré inclut les lisières de forêt, les bosquets clairs, les zones arbustives et jardins tropicaux, les rizières, vergers et terrains agricoles ouverts, les villages ruraux, parcs, temples et espaces urbains calmes, et les bords de routes et terrains vagues. C'est d'ailleurs dans cet endroit que j'ai filmé cette espèce. C'est un animal très adaptable qui s'en sort aussi bien dans un milieu sauvage que dans un milieu très anthropisé. Anthropisé signifiant tout simplement les milieux modifiés par l'homme. Elle apprécie les terrains plats et faiblement végétalisés où elle peut se nourrir au sol tout en se perchant sur de petites branches, fils électriques et toitures pour se reposer. Côté climat, elle évolue principalement dans des régions chaudes et humides, mais pas excessivement. Température idéale entre 25 et 32 degrés, comme pour moi d'ailleurs. Atmosphère tropicale et alternance des saisons sèches et humides. Forte tolérance à la chaleur, mais moins adaptée aux régions froides. Grâce à sa proximité avec les humains, l'espèce a même été introduite ou s'est implantée dans d'autres pays asiatiques, témoignant d'une robustesse écologique remarquable, dont nous pouvons citer les lieux suivants, Chagos, Providence, Rodrigues et l'île Maurice, où elle est appelée là-bas Petite Tourterelle. Malgré sa petite taille, la Geopellis zebrae reste une espèce très résiliente. Elle a su très bien s'adapter à l'espèce humaine
tant dans les centres-villes que dans les milieux ruraux. La Géopélie zébrée est une espèce clairement diurne. Elle passe la majeure partie de la journée à se nourrir au sol, à se lisser les plumes ou interagir avec son partenaire et les membres de son groupe. C'est un oiseau calme, peu farouche, qui s'adapte facilement à la présence humaine. Sur le plan social, elle présente un comportement semi-grégaire. En dehors de la saison de reproduction, on l'observe fréquemment en petits groupes familiaux ou en bandes lâches de 5 à 20 individus, souvent occupés à chercher des graines ensemble. Leur vie sociale est paisible, les conflits sont rares et se limitant à de simples intimidations vocales ou des battements d'ailes. Malgré cette sociabilité, la Géopélie zébrée conserve un lien fort avec son partenaire. Comme je le disais plus tôt, les couples sont très fidèles, ils restent souvent proches même au sein du même groupe, en se reposant côte à côte. Leur communication est riche, roucoulements doux, micro-gestuels du cou, battements d'ailes discrets, autant de signaux qui renforcent la cohésion et la hiérarchie du groupe. La Géopélie zébrée est monogame. Souvent pour la vie, une fois le couple formé, les deux partenaires restent soudés aussi bien pour défendre leur territoire que pour élever les jeunes. La parade nuptiale est délicate et très codifiée. Le mâle déploie une posture allongée, relève sa queue, gonfle légèrement sa poitrine et émet une série de roucoulements doux et répétés. Il marche ensuite autour de la femelle, parfois en effectuant une petite inclinaison du corps. La femelle répond en s'approchant lentement et émettant des vocalises plus courtes et adoptant une posture basse de réceptivité. La concurrence entre mâles existe, mais elle est peu agressive. Les rivalités se résument à des poursuites courtes ou à des démonstrations vocales, rarement à un affrontement physique. Le nid, quant à lui, que j'ai eu l'occasion de filmer, est simple. Une petite plateforme de brindilles, construite en majorité par le mâle et installée dans un buisson dense, un arbuste ou même une poutre humaine dans les zones urbaines. La femelle pond généralement 2 œufs blancs qu'elle couve avec le mâle pendant environ 13 à 15 jours. Les parents nourrissent ensuite les poussins grâce au lait de pigeon, une sécrétion nutritive produite dans le jabot. La longévité de la Géopélie zébrée varie fortement selon son environnement. À l'état sauvage, elle vit en moyenne 3 à 5 ans. Cette durée est relativement courte et liée à plusieurs facteurs. Pression des prédateurs, maladies parasitaires et risques liés à la vie en milieu urbain comme les collisions ou les chats domestiques. En captivité, lorsqu'elle bénéficie d'une alimentation équilibrée, d'un environnement sécurisé et d'un suivi vétérinaire, elle peut atteindre 8 à 12 ans, parfois davantage. Sa longévité augmente nettement car elle est plus exposée aux dangers naturels cités plus tôt. Le principal facteur à risque pour sa santé inclut les parasites internes ou externes acariens des plumes, trichomonose, dont je vous épargne les images, la malnutrition en milieu urbain, alimentation humaine souvent trop salée ou trop grasse, les blessures liées aux collisions avec des vitres ou des véhicules, les attaques de chats ou de rapaces, le stress provoqué par la perte du territoire ou la perturbation humaine. Bien que je risque de me mettre à dos tous les membres de la team chat, nos félins jouent hélas un rôle plutôt néfaste pour la biodiversité, ou du moins ceux qui peuvent sortir. Avec sa petite taille et son comportement souvent terrestre, attire naturellement plusieurs prédateurs. Chacun joue un rôle important dans l'écosystème et leur présence a façonné l'agilité de la prudence de cette petite colombe. Les chats domestiques et errants, Felis catus, sont le prédateur numéro 1 en milieu urbain. Excellents chasseurs même s'ils sont bien nourris, s'attaquent fréquemment aux oiseaux qui se perchent bas ou se nourrissent au sol. Leur discrétion et leur rapidité en font de ces petits compagnons des prédateurs redoutables. Et dans les zones asiatiques, ils représentent plus de 70% des attaques observées. Il y a également les serpents, dont je vais vous montrer 2 images pour les illustrer. Parmi eux, il y a les couleuvres ou les serpents lianes qui se faufilent aisément dans les branches ou dans les arbres jusqu'au nid pour attaquer les petits, les oisillons ou même les œufs. Et ces attaques sont malheureusement très difficiles à anticiper par les parents, étant donné que les serpents sont des prédateurs silencieux et efficaces. Les petits rapaces, chasseurs rapides et précis, parmi eux quelques espèces phares comme le faucon cresserelle ou l'épervier d'Europe qui passe l'hiver en Asie. Ces rapaces utilisent la surprise et la vitesse, ils fondent sur la géopélie en plein vol ou lorsqu'elle picore au sol, leur vue perçante et leur vol ultra maniable en milieu boisé ou urbains les rendent particulièrement efficaces. Les corvidés, opportunistes et intelligents, corbeaux, corneilles et pilles, ne s'attaquent pas souvent aux adultes, mais ils sont de redoutables pilleurs de nids. Leur intelligence leur permet de repérer des nids mal camouflés, d'attendre le départ des parents, puis de voler les œufs ou oisillons. Ce sont parmi les prédateurs les plus adaptables de l'Asie du Sud-Est, et font d'ailleurs partie des espèces les plus intelligentes.
Mangoustes et petits carnivores, rapides et opportunistes, les mangoustes présentes dans une grande partie de l'Asie tropicale sont des carnivores rapides qui ne manquent pas d'occasion de capturer de petits oiseaux ou des oisillons. Leur curiosité naturelle, leur agilité les amène souvent à fouiller dans la végétation basse ou dans les niches écologiques de la géopélie. Et pour finir, les rats, pilleurs nocturnes. Les rats montent souvent dans les buissons ou les structures humaines pour atteindre leur nid. Ils s'intéressent surtout aux œufs et aux poussins et sont particulièrement actifs la nuit lorsque les parents sont moins vigilants. La Géopélie zébrée est un granivore opportuniste, ce qui signifie, comme vous l'avez compris, qu'il mange des graines, mais qui aussi peut s'adapter en fonction du menu auquel elle peut être confrontée. C'est pour ça qu'on la voit très fréquemment autour des habitations humaines ou même des champs, parce qu'elle n'hésitera pas à justement piquer des graines de ressources humaines, par exemple le riz ou le blé. Et puis quand elle est dans la nature et qu'elle picore le sol, parce que vous avez compris, c'est une espèce qui est très fréquente au sol, elle aime bien piquer les graminées des herbes, par exemple. Elle consomme également de petits invertébrés comme les fourmis, les termites ou de minuscules coléoptères, surtout pendant la période de reproduction. Ces apports protéinés l'aident à maintenir son énergie et soutiennent le développement des jeunes. Pour faciliter la digestion, ces graines dures, la géopélie avale régulièrement de petits graviers qui jouent un rôle essentiel dans le gésier afin de broyer les aliments. C'est un petit oiseau simple dans ses choix alimentaires, mais parfaitement adapté à la vie en milieu urbain, comme dans les zones naturelles ouvertes. Concernant sa classification, la Géopélie zébrée appartient à la famille des colombidés, donc la même famille que les pigeons ou bien les colombes. Et comme vous le montre le screenshot maintenant, pour voir plus de détails sur sa taxonomie complète. Et pour l'étymologie, son nom vient composé de plusieurs parties. Géo du grec signifiant terre, et Péléia pour colombe, signifiant donc la colombe qui vit au sol, un nom plutôt approprié pour cette espèce qui a tendance à passer sa vie sur le sol à picorer les graines. Striata fait référence au mot rayé, et ce qui est plutôt approprié étant donné qu'elle a des rayures sur tout le corps. Concernant son nom commun, c'est la Géopélie zébrée, mais elle a aussi d'autres noms en fonction de localité. Par exemple, la tourterelle zébrée ou la colombe zébrée. Il faut savoir que c'est une espèce qui a un nom épicène. Épicène, ça signifie que l'appellation ne change pas du masculin au féminin ou selon le sexe, donc c'est pour ça que ça reste la Géopélie zébrée. Et par contre, pour les oisillons, vous pouvez soit les appeler les bébés oiseaux, des oisillons, ou alors des pigeonneaux. Du coup, qui l'a découvert et décrit pour la première fois ? Décrite scientifiquement en 1766 par Carl von Linné, plus connu sous le nom de Linnaeus, Carl était un naturaliste suédois unanimement reconnu comme le père de la taxonomie moderne. À cette époque, le monde scientifique en pleine effervescence, les grandes expéditions naturalistes se multiplient et l'Europe découvre souvent pour la première fois l'extraordinaire diversité de la faune des régions tropicales. C'est dans la 12e édition de son œuvre monumentale Systema Naturae, publiée la même année, que Linné intègre officiellement cette petite colombe asiatique au système de classification du vivant. Son objectif est simple, ordonner le chaos dans toutes ces espèces afin de pouvoir mieux les étudier. Et puis il faut savoir que Linné avait un dicton qui lui est propre. Il disait « Dieu a créé, Linné a ordonné ». Le bonhomme n'avait pas froid aux chevilles. Et du coup, c'était pas vraiment un explorateur de terrain. Il s'est basé surtout par des spécimens qu'on lui a ramenés d'exploration, pour lesquels il a pu lister d'innombrables espèces aujourd'hui disponibles et décrites par Linné souvent en 1766. Son génie ne résidait pas dans les découvertes sur le terrain, mais dans sa capacité à structurer le vivant à travers le système binomial associant un genre à une espèce, en principe toujours utilisé aujourd'hui. Grâce à cette approche révolutionnaire, la Géopélie zébrée se distingue définitivement des autres colombes d'Asie, souvent très proches morphologiquement. Son plumage finement barré, son gabarit élancé et ses particularités comportementales peuvent dès lors être étudiées, comparées, documentées avec précision. C'est ainsi que cet oiseau discret, autrefois anonyme parmi tant d'autres, entre officiellement dans l'histoire scientifique, devenant une espèce reconnue, étudiée et transmise aux générations futures. Y a-t-il des sous-espèces à la Géopélie zébrée ? À l'heure actuelle, aucune sous-espèce officiellement reconnue n'est validée pour Géopélia striata.
L'espèce est considérée comme monotype, c'est-à-dire relativement homogène sur l'ensemble de son aire de répartition. Cependant, de légères variations de taille ou d'intensité de plumage peuvent être observées selon la région, Asie du Sud-Est continentale, île indonésienne, sans justification taxonomique suffisante pour créer une sous-espèce distincte. Ces variations sont vues comme des adaptations locales, phénomène courant chez les colombidés. La Géopélie zébrée entretient une relation étroite et ancienne avec l'être humain. Très tolérante à la présence humaine, elle fréquente volontiers les villages, jardins, parcs et zones agricoles. Elle est également l'une des colombes les plus élevées en captivité, notamment en volière, grâce à son tempérament calme et son son doux et mélodieux. Donc j'ai pu vous tourner cette petite séquence, que je vous laisse d'ailleurs apprécier. Est-elle menacée? Non, selon l'évaluation annuelle de l'UICN et Avibase, l'espèce est classée en préoccupation mineure, soit statut LC. Sa population est stable, voire localement abondante, avec une très large aire de répartition en Asie du Sud-Est, une bonne capacité d'adaptation aux environnements modifiés et des reproductions efficaces, même en milieu semi-urbain. Donc pas besoin de la protéger, vous me direz? Même si elle n'est pas directement menacée, sa préservation passe par le maintien des zones arborées et buissonnantes dans les parcs justement qu'elle fréquente, et aussi en captivité pour éviter les relâchés sauvages et contrôlés, étant donné que c'est une espèce assez résiliente et qui s'adapte assez facilement, tout du moins au climat chaud et tempéré. Et ça passe aussi par la sensibilisation du grand public justement à ces diverses espèces, ce qui est d'ailleurs l'un des buts de ma chaîne, de vous sensibiliser un peu à la faune locale qui est présente à l'étranger, certes en Thaïlande, mais aussi chez nous, parce que je fais des vidéos sur tous les animaux, et justement de parler de ces espèces et de les faire découvrir au grand public. Concernant le folklore et la pop culture, il n'y a pas de légende spécifiquement connue et associée directement à la géopélie. Contrairement à d'autres colombes symboliques, elle n'occupe pas une place centrale dans les mythologies. En revanche, les colombes, en général, sont souvent associées à des valeurs de paix, fidélité et harmonie, ce qui rejaillit parfois indirectement sur l'espèce dans les cultures locales. Et est-elle connue dans le cinéma ou la littérature? Elle n'apparaît pas comme espèce identifiable dans les films, documentaires grand public et œuvres littéraires célèbres. Elle peut cependant figurer en arrière-plan dans certains documentaires animaliers ou ouvrages ornithologiques spécialisés, ou simplement avoir passé dans le champ de la caméra lors du tournage à proximité, mais loin d'être une star, ni même dans les films d'animation d'ailleurs. Et comme pour le cinéma, elle est peut-être indirectement représentée sous forme de colombe générique dans certains jeux vidéo ou univers animaliers, sans identification précise. En résumé, la Géopélie zébrée, Géopélia striata, est un petit oiseau discret mais fascinant, parfaitement adapté aux paysages d'Asie du Sud-Est et aux environnements façonnés par l'homme. Avec sa morphologie fine, son plumage délicatement rayé, son comportement paisible et sa fidélité conjugale, elle incarne l'élégance et la simplicité dans le monde des colombes. Granivore opportuniste, espèce diurne et sociable, elle vit souvent en petits groupes tout en conservant des liens de couple très forts, essentiels à la reproduction et à l'élevage des juvéniles. Malgré sa petite taille et de nombreux prédateurs naturels, elle fait preuve d'une grande résilience, s'adaptant aussi bien aux milieux naturels qu'aux zones urbaines. Scientifiquement décrite en 1766 par Linnaeus, elle reste aujourd'hui une espèce non menacée, largement répandue et bien intégrée dans la vie humaine, que ce soit dans la nature ou en captivité. Et voilà, un oiseau modeste dans la biologie, le comportement et l'histoire scientifique révèle toute la beauté du vivant. Donc cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'en profite, comme je le disais en début de vidéo, de faire un peu une annonce sur ce que j'ai fait récemment pour la chaîne. Si vous découvrez la chaîne, vous ne l'avez pas vu, mais pour ceux qui la connaissent, vous avez peut-être remarqué que j'ai uniformisé toutes les miniatures pour qu'elles aient un peu le même style visuel. J'ai changé un peu les divers playlists parce que j'ai différents formats toujours en lien avec les animaux. Et j'ai rebaptisé certains formats. C'est pourquoi vous avez le format principal qui sont des formats vlog où je vais sur le terrain, qui s'appellent les Anivlogs Thaïlande ou Anivlogs Switzerland. J'utilise les noms en anglais parce que c'est plus international comme ça. D'ailleurs, c'est aussi un des points sur la chaîne, c'est que maintenant, avec YouTube, on peut avoir des vidéos qui sont traduites
par IA, mais traduite en version anglaise et d'autres langues. Et naturellement, les concepts que je fais, les Animal Discover et Paleo Discover, ne vont pas disparaître. C'est juste qu'il y aura moins d'épisodes. Et ça aussi, les épisodes, j'ai décidé de faire un épisode une semaine sur deux, parce que par chaque semaine, j'arrivais pas à tenir le rythme, j'avais souvent des retards. Et donc maintenant, il y a un épisode sur deux qui sort le dimanche matin entre 11h et midi. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici, pour ceux qui sont encore là. Et si c'est le cas, vous avez certainement aimé l'épisode, et j'aimerais bien avoir votre retour sur la chaîne, sur ce que je fais, ce que vous en pensez, quelles espèces vous aimeriez voir. Alors n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, partagez cette vidéo autour de vous, et puis la liker bien sûr, si vous l'avez aimé, c'est la moindre des choses. Et si vous voulez vraiment soutenir mon contenu, ma chaîne, et m'aider à aller encore plus loin, je vous invite aussi à vous abonner, à activer les notifications. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'AniVlog.